Bonjour à tous, nouvelle émission de notre chaîne Et si l'économie pouvait sauver l'écologie. Aujourd'hui un sujet qui est vraiment au croisement de l'écologie et de l'économie, la fast fashion. Mais est-ce que là on n'est pas dans un sujet où on va avoir à la fois des dégâts écologiques et des dégâts économiques? Nous allons voir cela dans notre émission en partenariat avec l'Hémicycle. Tout de suite sommaire en images. Un pantalon à paillettes. Les fringues, les Français en sont dingues. Un pantalon blanc. Selon l'ADEME, chaque Français achète en moyenne 39 vêtements par an. Une jupe short. Cela profite largement à deux grands acteurs chinois, Shein et Temu. Selon La Poste, 108 millions de colis de ces deux entreprises chinoises ont été livrés chez les Français l'an dernier. Shein, Temu, ce sont les rois de ce qu'on appelle la fast fashion. Le texte est donc adopté. Le Sénat vient de voter à l'unanimité une loi censée freiner la progression de ces deux géants du commerce mondial qui mettent en péril les acteurs européens du textile. Heureusement. Ce texte définit l'ultra fast fashion selon le nombre de références lancées chaque jour par les marques de vêtements. C'est peut-être un des premiers textes qui a été créé pour contrer l'intelligence artificielle et la contrefaçon. Ces sociétés ne sont en soi que des sociétés technologiques qui pillent ce que les marques françaises et les marques européennes, occidentales, créent tous les jours. Les articles de mode ultra éphémères vont être soumis à une éco-contribution de quelques euros dès cette année 2025. Cette taxe s'élèverait à 10 euros par article en 2030. Alors est-ce que c'est légitime, mais aussi suffisant, de taxer les deux firmes chinoises ? Il y a d'autres entreprises qui polluent. Là, c'est l'ultra fast fashion, mais il y a eu la fast fashion, notamment avec H&M, Zara, tout ce qu'on a pu connaître dans les 20 dernières années en France, où des produits à bas coût ont pu envahir nos marchés. Le sénateur centriste Jean Ingray nous rejoindra sur ce plateau pour évaluer avec nous si cette loi sera suffisante pour protéger les acteurs européens. On a dû se battre. Et est-ce que la loi sera bénéfique pour l'écologie ? C'est pas une loi anti-fast fashion, c'est une loi qui vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Faut-il davantage de ressources pour soutenir les acteurs de terrain du recyclage ? Nous avons pu tourner au Relais France, le pionnier du secteur, où vous découvrirez qu'avec des textiles recyclés, on fabrique notamment des isolants pour le bâtiment. Enfin, comment encourager et faire rebondir le textile Made in France ? Olivier Ducatillon, le président de l'Union des industries textiles, et le journaliste Éric Revel sont sur notre plateau pour évaluer ce que cette loi va changer pour l'écologie et pour l'économie. Alors avec nous sur ce plateau, Éric Revel qu'on ne présente Bonjour plus, Laurent. et Olivier Bonjour Ducatillon, Bonjour président de l'Union des industries textiles, c'est ça? C'est bien ça. Vous avez une écharpe tricolore, je sais pourquoi. Marque de fabrique, voilà. Symbole de la réindustrialisation et prouver que fabriquer en France c'est encore possible. Alors, vous avez vu dans le sommaire que nous allons parler de la loi qui a été votée le 10 juin dernier au Sénat, à l'unanimité, c'est assez rare pour être souligné, contre ce qu'on appelle la fast fashion. Je dis que c'est assez rare, je me tourne vers François de Rugy qui a un passé parlementaire bien connu. C'est pas souvent une loi qui passe à l'unanimité. Oui, je n'ai pas les statistiques pour le Sénat, mais à l'Assemblée nationale, ça a toujours été rare qu'il y ait des lois votées à l'unanimité, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, parce qu'après tout, il y a du débat. Mais peut-être que sur ce sujet-là, il y a eu une forme, sinon d'union nationale face à l'envahisseur, alors face à l'envahisseur Shein, Temu ou d'autres marques dites de fast fashion. J'ai envie de dire enfin. Enfin, il y a un début de réaction et il y a quelque chose qui se fait. Il faut saluer ce qui se fait. Je pense que les gens prennent conscience, peut-être un peu tard, mais ça commence, que le risque est énorme. Et on parle du textile, mais on pourra bientôt parler de tous les autres secteurs d'activité et tous les autres commerces qui sont en danger par des sites qui deviennent des sites généralistes sur toutes les activités. Mais effectivement, c'est un début, il faut le saluer. Maintenant, il faut continuer, il ne faut pas en rester là. Alors quand vous avez vu cette loi votée à l'unanimité, Éric Revel, est-ce que vous vous dites, ça y est, en France, on prend conscience qu'il faut protéger nos industriels du textile? J'ai envie de dire que c'est peut-être trop tard, non? Alors, je vais vous dire, je regardais, il y a quand même un grand paradoxe français sur la consommation, parlons de la consommation du textile. Quand vous regardez les sondages, il y a 70-77%, colossal, des Français qui disent « moi je veux consommer Made in France, je veux consommer Made in France ». Parce que les consommateurs veulent être consomme-acteurs de leur propre consommation. Donc ils vous disent dans les sondages « je veux consommer local, je veux consommer français ».
Et en fait, l'extraordinaire et exponentiel développement de la fast fashion prouve en fait le contraire. Donc c'est un paradoxe français qui est aussi lié au pouvoir d'achat, puisque 80% des Français gagnent moins de 2800 € par mois. L'inflation continue de croître, hein, même si c'est modeste, mais c'est 1% par-ci, 0,9 points par-là. Les salaires ne suivent pas forcément. Donc il y a ce paradoxe français. Je veux consommer français, mais là, je me tourne vers la fast fashion. Effectivement, c'est un vrai enjeu de pouvoir d'achat. Et c'est assez compliqué de faire changer les comportements des Français, Olivier Ducatillon, non ? Le consommateur est schizophrène, mais c'est compliqué parce que c'est un peu... c'est à la fois culturel et à la fois une question de pédagogie et d'éducation. Et faire prendre conscience aux consommateurs que finalement d'acheter 8 t-shirts à 3 € ou à 4 €, c'est peut-être aussi bien d'en acheter 2 qui valent un peu plus cher, mais qui correspondent à un achat qui a du sens, qui est local, qui va contribuer à un modèle social et qui va créer des emplois et qui durera peut-être un peu plus longtemps. Et c'est toute la difficulté qu'à partir du moment où vous êtes dans la pédagogie, vous savez que ça prend du temps. Aujourd'hui, on ne peut pas blâmer les gens qui ont du mal à remplir le caddie et à finir le mois, hein, la fameuse fin du mois contre fin du monde. On ne peut pas les blâmer, on ne peut pas les culpabiliser, mais il faut les éduquer. Je crois que c'est pédagogie contre culpabilisation parce que les gens qui ont du mal à boucler les fins de mois, le Made in France, l'écologie, clairement, ils n'en ont rien à foutre. Mais alors, en plus, est-ce que c'est suffisamment clair dans l'esprit des Français que d'acheter du textile à l'autre bout du monde, c'est pas bien pour l'écologie et la planète? Non, je pense que c'est pas clair. C'est là où je parle de pédagogie. Il faut expliquer. Il faut vraiment expliquer dès le plus jeune âge. Il faut expliquer l'impact à la fois sur le côté sociétal, sur le côté environnemental et sur les risques aussi liés à la santé. Et comme c'était évoqué également, sur les risques de contrefaçon qui viennent mettre à mal notre création française. Ce qui fait réagir, c'est que c'est un tsunami quantitatif, mais ça tape sur énormément de sujets sociétaux qui touchent tout le monde, mais les gens n'en ont pas forcément conscience. Mais est-ce que finalement, en France, il y a encore une industrie textile? Parce qu'on pourrait se dire que ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que, alors on ne parlait pas de la fast fashion, mais c'était la grande distribution qui avait complètement pris le marché de l'habillement. La part de l'habillement dans le budget des Français a beaucoup baissé, parce que finalement la valeur des produits a beaucoup baissé aussi. Est-ce qu'il y a encore une industrie textile en France? Alors merci François de poser cette question, parce que oui, il y a encore une industrie textile, on veut le clamer haut et fort. Maintenant, souvent, on assimile industrie textile et habillement. L'habillement fait partie de l'industrie textile et on en est fier. Et l'habillement souffre à cause de cette ultra fast fashion aujourd'hui qui met en péril bon nombre d'acteurs du textile. Mais le textile est aussi présent dans énormément de secteurs de la vie quotidienne, comme l'agriculture, la santé, le sport, mais aussi la défense, l'aéronautique, l'automobile. Mais c'est beaucoup moins connu. Et finalement, il y a énormément de pépites qui ont su, à partir de savoir-faire traditionnels, réinventer leur métier, faire de la recherche-développement, de l'innovation, et on a des pépites magnifiques dans le textile, mais c'est moins connu parce que ça touche moins le consommateur. C'est combien d'emplois aujourd'hui en France ? Aujourd'hui, c'est 60 000. Alors, c'est clair qu'on était 400 000 dans les années 70. C'est moi l'expression, j'aime bien le dire, le textile, on a morflé. On a morflé, mais on est toujours vivant parce qu'on est résilient. C'est dans nos gènes, c'est dans notre ADN. On est résilient. Et je voudrais juste rappeler l'épisode des masques. Si le textile français ne s'était pas mobilisé, je pense que les soignants et l'ensemble de la population n'auraient pas eu de masque. Et il y a eu une mobilisation extraordinaire avec des gens qui ont refait des machines, qui ont aménagé leurs machines, qui ont travaillé 7 jours sur 7, 24/24 pour pouvoir livrer les soignants, livrer la population. Et là, on a dit bravo, mais on oublie vite. Mais en tous les cas, on s'est rappelé qu'il y avait une industrie textile en France. Vous avez eu ces dernières décennies des difficultés, Olivier Ducatillon, mais un petit peu comme toutes les industries en France, on n'a pas un État qui a été très protecteur avec nos industries et qui a laissé filer l'activité industrielle à l'autre bout du monde, Éric. Oui, globalement, la participation du secteur industriel au PIB, au produit intérieur brut, c'est 9% en France aujourd'hui, c'est moins que la Grèce. C'est dire si la désindustrialisation a fait des ravages dans ce pays, et c'est dire si la mondialisation n'était pas heureuse. On le voit d'un point de vue écologique, mais on le voit aussi en termes d'emploi dans ce pays. Maintenant, plusieurs choses. Moi, je ne crois pas du tout à un retour en arrière. Je ne crois pas à la reconstitution de grands groupes, Boussac et autres. Regardez le nombre de marques de vêtements qui disparaissent, et des marques illustres, je pense à Naf ou à d'autres. Donc c'est un sujet. Maintenant, je vais vous dire, sur cette loi, et vous avez commencé votre sujet très symboliquement par Chine et par Temu, mais il y a aussi des marques européennes, vous le dites, Zara, Primark, H&M, qui font la même chose. Donc est-ce que cette loi, elle va englober l'ensemble de la fast fashion? Parce qu'en termes de droit européen, si vous stigmatisez une provenance géographique,
si vous stigmatisez une provenance géographique, si vous ne tapez que sur Chine et sur Temu, est-ce que cette loi, au regard du droit européen, pourra être validée par Bruxelles ou pas? J'ai des doutes. Et puis je vais vous dire autre chose. Ces ruptures technologiques-là, elles ont toujours existé. Ça a détruit des emplois, ça en a créé d'autres. Maintenant, comment le textile français va pouvoir réagir à ce saut technologique? Les Américains, ils matraquent en termes de taxes sur l'arrivée des colis. Bruxelles, c'est plutôt léger. Le sujet, il est là. Et comment les Français peuvent continuer à acheter des produits qui, éthiquement, la façon dont ils sont fabriqués, avec les matières qui les fabriquent, comment peuvent-ils continuer à acheter ce genre de choses? Alors, dans un premier temps, vous expliquez que peut-être, ça va être compliqué au niveau européen de faire valider ce qu'a décidé la loi. En tout cas, le 10 juin, j'étais au Sénat et j'ai assisté au vote à l'unanimité des sénateurs en faveur de la loi Fast Fashion. Vous verrez que la rapportrice du Sénat, Sylvie Valente-Lehir, elle parle d'une mode express et d'une mode ultra express. Vous allez voir que pour elle, c'est absolument assumé. Il fallait s'attaquer au mastodonte chinois de la mode ultra express. Alors vous faites une distinction entre la mode express et la mode ultra express. Ultra express, c'est ça. La différence, elle est de taille. La différence, c'est qu'actuellement, les géants chinois qui nous envahissent avec leurs colis et qui sont de la mode ultra express ont une échelle de valeur 100 fois plus que les modes express qui sont actuellement sur nos territoires en France et en Europe. Ça veut dire que toutes ces chaînes de commerce qu'on voit dans nos villes, où la plupart des vêtements sont quand même fabriqués à l'étranger, ça, c'est pas ce qui est ciblé par votre loi en fait. Non, on est à 10 000 références jour par les enseignes que sont Chine et Temu, on va les nommer, quand actuellement on est à 50 à 100 pour les enseignes que nous connaissons, qui sont H&M, Zara. Vous avez voulu protéger le commerce physique qui est dans nos villes et faire un peu de protectionnisme à l'égard des enseignes digitales chinoises. C'est ça l'esprit de la loi? Actuellement, nous avons encore sur nos territoires ces magasins qui permettent d'avoir un dynamisme dans nos centres-bourgs, nos villes, nos centres commerciaux. Quand on voit le désastre économique que sont ces fermetures, notamment, rappelez-vous, Camaïeu, près de 3000 salariés qui ont perdu leur emploi. Donc aujourd'hui, en préservant ces commerces qui, eux, payent leurs impôts, sont contrôlés, eh bien, je préserve notre territoire et je préserve surtout le commerce qui est autour, les petits commerçants et le fabriqué en France. Mais alors, est-ce que c'est plus une loi pour protéger effectivement nos centres-villes, nos commerces de proximité, qu'une loi qui défend l'écologie? Effectivement, nous ne sommes pas sur une loi qui défend l'écologie. Il faut être clair. Ce que cette proposition de loi va permettre, c'est de faire un signal à l'ensemble de nos consommateurs. Un signal aussi pour dire il faut arrêter cet envahissement et il faut rétablir des règles, mettre des bornes. Il faut rétablir des bornes, mettre des règles. Éric Revel, ça va quand même être assez difficile. Non mais je comprends bien le distinguo que la sénatrice opère entre l'ultra fast fashion et la fast fashion. Mais je vais vous dire, si vous partez du principe que Zara et d'autres Européens n'ont que 50 à 100 références, et que vous taxez fortement Chine et Temu... Est-ce qu'il y a 10 000 références? 10 000 références. Eh bien, je vous donne mon billet que dans ces cas-là, Zara, H&M et les autres iront se pourvoir en multipliant leurs références en Chine. Si Chine et Temu sont empêchés ou renoncent à déverser leurs produits pas chers en Europe et en France, ces marques qui aujourd'hui ont peu de références, demain vont accroître leurs références parce que le marché sera libre et elles feront de l'ultra fast fashion. Premier point. Et puis deuxième point, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on a des géants de textile et notamment du luxe qui exportent beaucoup en Chine. Or, ces gens, qu'est-ce qui risque de se passer? Les Chinois ne sont pas des philanthropes. Si vous taxez leurs ultra fast fashioners, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils risquent de taxer le luxe français qui, avec l'aéronautique, le secteur du luxe est l'un des rares secteurs à encore avoir un aspect positif sur notre commerce extérieur. Alors vous pensez que LVMH va peut-être souffrir? Mais j'en sais rien. Pourquoi est-ce que LVMH a construit une usine aux États-Unis bien en amont? Peut-être parce que Bernard Arnault a eu le nez creux avec l'élection de Trump avant qu'il impose des taxes, peut-être même sur les produits de luxe français. Mais il vaut mieux produire aux États-Unis. Si demain vous taxez Temu et Chine seulement, vous avez le risque que ces fast fashioners européens passent
à la vitesse supérieure en termes de nombre de références, et surtout que vous ayez un problème, peut-être pour une autre partie importante, et qui génère des devises, qui est par exemple le luxe français. Alors, j'ai envie de Pas seulement demander LVMH. à Olivier Ducatillon une réaction, sachant qu'on a bien compris qu'il y a un distinguo qui a été fait entre fast fashion ou ultra fast fashion, et Madame la rapporteure Sylvie Valente-Lehir, elle dit qu'elle fait une différence entre ce qu'elle appelle la mode express et la mode ultra express. Qu'est-ce que vous avez compris, Olivier Ducatillon, de cet enjeu? Alors moi je réagis juste par rapport aux propos d'Éric, c'est que la loi telle qu'elle a été conçue, pourquoi ça s'appliquera aux plateformes chinoises? C'est pas écrit dans les textes et dans la loi que ça va s'appliquer aux plateformes chinoises, mais c'est écrit justement par rapport au nombre de références. C'est le critère retenu dans la loi qui a été revisité par le Sénat par rapport à la première mouture qui venait de l'Assemblée, c'est qu'un des critères, c'est le nombre de références mises sur le marché par jour. Et donc, si demain, il venait à l'esprit de Zara et d'H&M de multiplier le nombre, ils tomberaient eux-mêmes sous le coup de l'ultra fast fashion. Et il y a une enseigne qui est susceptible de tomber sous le coup de l'ultra fast fashion, c'est Primark. Ce sont aujourd'hui les seuls qui pourraient être visés, mais les autres sont plutôt favorables aussi à cette loi, parce que le critère retenu, c'est le nombre de références journalières. Mais est-ce que la grande différence aussi entre ces plateformes chinoises, Shein, Temu, et les autres marques bien connues du textile, ce n'est pas uniquement une question d'industrie et de provenance de pays de production, mais aussi de commerce physique ou pas. C'est-à-dire que je pense que la sénatrice, les sénateurs en général, sont sans doute assez attachés au fait de protéger le commerce tel qu'il existe, de la grande distribution jusqu'à des commerces plus modestes, dans les villes, les grandes villes, les villes moyennes. Et quand nous avons été auditionnés justement par le Sénat sur ce projet de loi et ses adaptations, l'explication c'était de dire s'attaquer à Zara, H&M ou à toutes ces marques que nous connaissons bien, qui font partie, qui certes font aussi un sourcing soit hors Europe ou même hors Europe ou en Asie également, mais c'est de l'animation de nos centres commerciaux, de nos centres-villes, et que ça fait partie des choses qu'on ne voulait pas toucher pour pas aller non plus encore faire des ravages sur le commerce qui aurait aussi impacté les acteurs. C'est toujours une question de curseur et de trouver la bonne limite, mais je pense que très honnêtement, Shein et Temu ont un profil qui n'a jamais été vu sur le marché. À tous les niveaux, ils sont hors normes. Et donc, c'est bien qu'effectivement, les gens de la fast fashion deviennent des gentils par rapport à ces gens de l'ultra fast fashion. Alors, je précise qu'on a contacté Shein en espérant qu'ils soient avec nous sur ce plateau. Ils ne sont pas là, mais j'ai l'impression qu'on a un défenseur de Shein aujourd'hui avec Éric Revel. Non. J'essaie d'avoir une vision globale de néophyte, mais je vais rajouter un point à ce que disait la rapportrice de la loi. Elle dit, mais moi, vous comprenez, je défends les enseignes qui sont inscrites dans le tissu local, et en fait, indirectement, en défendant le maintien de ces Zara, ces H&M localement, je défends tout le commerce de proximité. Est-ce qu'elle est certaine, la sénatrice, que demain, l'ultra fast fashion ne va pas faire mordre la poussière à Zara, qui ne fait que de la fast fashion, comme ils ont fait mordre la poussière à plein d'enseignes, les NAFNAF et autres, qui ont mis la clé sous la porte. Est-ce que l'ultra fast fashion, Madame la sénatrice, va pas simplement, à un moment donné, dans 4 ans, dans 5 ans ou même avant, tuer ces marques locales que vous défendez et donc accélérer la désertification de nos centres-bourgs où tous les commerces ferment? Alors, on va parler de ce que dit précisément la loi. Interdiction de la publicité pour l'ultra fast fashion. Les influenceurs ne pourront pas non plus faire la promotion des articles à bas prix de ces plateformes. Et puis, il va y avoir une éco-contribution qui va taxer chaque vêtement importé. Taxer les colis qui vont arriver de la Chine, c'est peut-être une bonne idée, mais est-ce qu'on va y arriver ? Effectivement, c'est peut-être une bonne idée. Je reviens juste avant sur l'interdiction de la publicité et sur les risques d'être retoqué en Europe. Depuis le début, je l'ai dit, je suis sceptique sur le fait que l'Europe accepte. Parce qu'interdire la publicité, il y a beaucoup de... Vu la manière dont ils sont défendus, organisés et le lobbying qu'ils peuvent faire, ils vont essayer de s'engouffrer dans n'importe quelle faille. Et je pense que sur cette interdiction, on aura peut-être du mal. J'espère que ça fonctionnera parce qu'effectivement, on est inondé. Pour la taxe, c'est une bonne idée.
au départ. Mais c'est une bonne idée si on est capable de contrôler les entrées et de pouvoir appliquer cette tâche. Ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est quand est-ce que nous allons avoir du courage et quand est-ce qu'on va prendre des mesures significatives. Ah, ça va pas assez loin, selon vous. Je peux vous dire qu'avec l'Union Textile et avec la CPME, on a fait une proposition au pouvoir public, au ministère concerné, d'appliquer des frais administratifs pour renforcer les contrôles de 25 € par colis. Et alors bien sûr, tout de suite, on nous dit ah ben oui, mais on peut contourner parce qu'on peut aller en Belgique, on peut aller en Italie. Et puis on nous dit ah ben oui, mais l'Europe, il va falloir justifier. Et là, j'ai envie de pousser un gros coup de gueule en disant il y en a marre. Il y en a marre parce que moi, je suis un Européen convaincu, mais quand l'Europe ne fait pas son boulot, quand ils sont mous du genou, quand ils sont lents et qu'il leur faut 3 ans pour prendre une décision, eh bien on dit on y va et on essaye de profiter. Ce qui là peut être un avantage pour nous, c'est la lenteur de l'Europe. Si on y va et que l'Europe trouve que c'est pas conforme, ils vont mettre 3 ans avant de nous mettre la pénalité et de nous dire que c'est interdit. À l'arrivée, allons-y. À l'arrivée, on est sûr que l'Europe dira que c'est pas conforme. Oui, mais si au bout de 3 ans, vous aurez empêché de continuer les dégâts, et puis vous entendez partout qu'il nous faut 40 milliards. Faites le calcul, ça fait 10 milliards. Moi, je dis, voilà, vous cherchez des solutions, il y en a une assez rapide. Bruxelles, c'est une passoire hypocrite. D'un côté, on dit, et tant mieux, protégeons nos forêts, protégeons la planète, etc. Mais dans le même temps, qu'est-ce qu'on fait? On laisse des produits qui sont quand même en bilan carbone, en coût de production sur place. Je ne parle même pas de l'aspect éthique de ces produits-là. On laisse ça, pour l'instant, rentrer. Donc, il y a quand même un sujet où on protège l'environnement, où on ne le protège pas. Mais si on le protège, il faut s'intéresser au bilan carbone de tous ces produits de l'ultra fast fashion. En ce qui concerne Temu, on aurait 6 millions de tonnes de CO2 par an. Et en ce qui concerne Chine, là c'est beaucoup plus élevé. Il y a à peu près 8,5 millions de tonnes de CO2 qui sont liées uniquement au transport. Et avec l'activité industrielle, on serait à 26 millions de tonnes de CO2 par an. Je crois que Zara, on doit être à 1 ou 2 millions de tonnes de CO2. Je voudrais qu'on revienne sur un point. Je vous trouve très protectionniste, Olivier Ducatillon. Oui, en l'occurrence, je pense qu'il y a des moments où il faut savoir l'être. Et je pense que si on veut être éthique et qu'on veut appliquer des choses pour protéger nos citoyens, de temps en temps, il va falloir être capable de prendre certaines décisions protectionnistes. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne l'est pas, mais on ne l'est pas, on a cette incohérence où on importe des produits qui utilisent des process et des choses interdites sur notre territoire pour nos fabricants. Et c'est là, il y a un problème d'équité. Alors, pour avoir cette équité, pour avoir des règles environnementales appliquées pour tout le monde, mais les mêmes, il va falloir être protectionniste pour vérifier que ce qui arrive du grand import respecte bien les mêmes normes que les nôtres. Je vous propose d'écouter Yann Rivaud-Allan, qui est le président de la Fédération française de prêt-à-porter féminin. Et lui, vous allez voir qu'il dénonce les pratiques de Chine et Temu comme étant de la contrefaçon à base d'intelligence artificielle qu'il faut aujourd'hui contrer. C'est peut-être un des premiers textes qui a été créé pour contrer l'intelligence artificielle et la contrefaçon. À partir d'un moment, on a des plateformes comme Shein et Temu qui créent près de 10 000 nouvelles références par jour. Ces sociétés ne sont en soi que des sociétés technologiques qui tous les jours pillent ce que les marques françaises et les marques européennes, occidentales, créent tous les jours. Et c'est parce que des ordinateurs volent ces images, volent ces créations, qu'ils arrivent à proposer autant de produits. Donc de ce fait d'avoir créé une loi qui maintenant met un certain nombre de limites à partir d'un certain nombre de références, c'est qu'on va limiter ces ordinateurs dans cette capacité de vol et d'appropriation. Mais qu'est-ce qui vous dit que ceux qui fabriquent 100 modèles par jour et non pas 10 000, ils n'utilisent pas non plus l'intelligence artificielle? Alors parce qu'à 100 modèles par jour, on a au contraire un travail par exemple sur la contrefaçon et sur la création qui n'est pas du tout le même. Une marque française va créer grosso modo entre 3 produits par jour à 20 produits par jour en moyenne. Les marques de fast fashion de type Zara ou encore H&M sont plutôt entre 100 et 300 produits par jour. Donc on voit on a un volume qui est beaucoup plus important. Il n'empêche que ce volume est créé essentiellement avec des êtres humains qui prennent des modèles, qui s'inspirent et qui parfois inventent à travers par exemple un certain nombre de collaborations. Donc on n'est pas du tout dans le même registre où autant avec les plateformes asiatiques comme Shein et Temu, là c'est du vol à l'étalage matin, midi et soir, il n'y a même pas l'ombre d'ailleurs d'une étude justement de ce qu'est ces produits, ce ne sont que des ordinateurs qui le font,
À l'inverse, sur toutes les sociétés européennes, on est dans une dimension encore humaine qu'on peut retrouver par exemple aussi dans les magasins. Mais donc en fait, ce que vous voulez taxer, ou en tout cas contrer, c'est une industrie textile qui repose sur l'intelligence artificielle, c'est ça? Alors ce qu'on veut, c'est plutôt créer des nouvelles limites vers où la mode, malheureusement, était en train de déraper. Il y a encore quelques années, un écosystème se mettait de surproduction et de surconsommation. C'est malheureusement sur ce modèle que des sociétés comme Zara, Primark ou encore H&M se sont engouffrées. Il faut pour toutes ces sociétés créer des limites et c'est essentiel. Ce qui a été fait à l'Assemblée nationale et désormais aussi au Sénat, c'est aussi des limites pour toutes ces sociétés. On a mis des limites pour Chine et Temu, mais en fin de compte, on les a mis aussi pour toutes les sociétés qui pouvaient nous inciter à surconsommer. Désormais, le vrai challenge est de se dire, est-ce que ces limites, on les baisse encore? Et de ce fait, on revient de plus en plus vers une mode de plus en plus durable et de plus en plus qualitative, car c'est avant tout la qualité et la santé du consommateur qui est ma priorité. Yann Rivoalan nous parle de vol à l'étalage. Est-ce que vraiment Zara, H&M, Primark, c'est des gens qui ne sont pas eux aussi dans le vol à l'étalage, Olivier Ducatillon? Non, je pense que ce sont des gens sérieux, qui ont des politiques rigoureuses et qui se sont largement améliorés. Peut-être au démarrage, il y a pu avoir quelques dérives, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est des gens qui respectent les règles. On est d'accord que depuis 2005, ces enseignes sont allées fabriquer en Asie, comme le font... on est bien d'accord. Et ça a été le point de départ. Sont arrivés dans la fin des années 80 et années 90, les premiers magasins Zara et H&M. Et la délocalisation qui s'en est suivie, c'était une délocalisation de survie pour les enseignes françaises et pour les marques françaises. Si elles n'avaient pas fait ça, elles seraient toutes aujourd'hui, elles auraient toutes disparu. Donc il y avait ce mouvement qui était un mouvement de survie. Maintenant, Zara a fait énormément de progrès, a remis en cause son sourcing. Vous avez beaucoup plus de proches imports. Europe et Afrique du Nord, et beaucoup moins d'Asie qu'à l'origine. Donc je pense qu'il y a des évolutions plus vertueuses, plus positives. Moi, je ne mettrais vraiment jamais dans le même sac aujourd'hui les Chine et Temu avec les Zara, les H&M. Maintenant, je reviens sur les propos de Yann. Effectivement, c'est clairement l'intelligence artificielle et un modèle exceptionnel, parce que je peux dire que c'est brillant ce qui a été fait pour qu'ils arrivent à faire ce qu'ils font en termes d'offres et en termes de livraison. Et je pense qu'il faut aussi, nous, qu'on s'inspire et qu'on regarde ce qui a bien fonctionné pour qu'on puisse l'appliquer sans avoir les mêmes effets, bien sûr. Mais en tous les cas, pour être plus compétitif, peut-être par rapport à cet import massif destructeur et ce tsunami, encore une fois, qui arrive sur nos pays. Éric Revel, il faut s'inspirer de Chine ou au contraire, il faut absolument bannir ce modèle? Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. On ne combat pas l'IA. On ne combat pas l'IA, on essaie de la domestiquer. Au contraire, on essaie de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut non pas être sur la défensive, mais être contre-attaquant ou attaquant. C'est-à-dire que ce qu'ils ont mis en place comme modèle, qui est remarquable, c'est quoi la réponse du textile français en face de ça? Je ne sais pas, il y a peut-être une culture chinoise sur certains produits chinois qui ne concerne que le marché chinois, dont l'IA française, Mistral, le chat, pourrait s'inspirer, réfléchir pour proposer à notre tour. Alors peut-être pas forcément dans le secteur du textile, mais une sorte de contre-attaque. Combattre l'IA, je vais vous dire, vu le développement exponentiel de l'IA, je pense que c'est un combat perdu d'avance. Et Olivier Ducatillon, votre métier aujourd'hui d'industriel du textile, c'est un métier d'intelligence artificielle? Je suis plutôt un convaincu de l'intelligence artificielle, d'une part par rapport à ce que vient de dire Eric. On ne peut pas lutter, là aussi ça va se développer, ça va faire partie de notre quotidien, ça fait déjà partie de notre quotidien. J'essaye de domestiquer aussi et de m'en servir dans ce qui est positif, et dans l'industrie aujourd'hui il y a énormément de domaines où on peut déjà appliquer, il y a déjà des gens qui le font, mais pas assez. Dans les PME, il y a trop de patrons de PME qui considèrent que l'IA c'est pas pour eux, et c'est une erreur, parce que je pense que l'IA peut intervenir sur la maintenance prédictive, sur le contrôle qualité, sur la gestion des arrêts, il y a énormément de sujets où l'IA peut améliorer la productivité, améliorer les rendements de nos usines. Donc il faut vraiment, mais il faut s'y intéresser, il faut s'y atteler, il faut mettre le pied à l'étrier de l'ensemble des patrons de PME. Et autant on a des représentants brillants comme Mistral, on en parle, qui est vraiment notre porte-drapeau sur l'IA. En revanche, sur les utilisations au quotidien dans nos PME, il y a encore du boulot. Alors on va écouter à nouveau Yann Rivoalan qui nous explique qu'aujourd'hui, le textile doit complètement changer de repère et s'appuyer sur la réparation et sur la seconde main. Chine, c'est désormais, l'an dernier,
300 millions de vêtements qui ont été vendus en France, sur 3 milliards de vêtements au total. Donc Shein, c'est en l'espace de quelques années, à peine 4-5 ans, 10% du volume de vêtements créés. On n'avait rien fait pour stopper ces acteurs qui inondent le marché, et donc de ce fait, la première étape était évidemment de les circonscrire. On peut se féliciter de ce point. Désormais, les nouveaux sujets sont se dire comment est-ce qu'on va développer la seconde main, qui est immensément moins polluante, comment est-ce qu'on va retrouver des vêtements de qualité, par exemple avec la réparation, comment on va créer des nouveaux réflexes d'achat qui sont en fin de compte des réflexes ancestraux. Quand ma mère avait des vêtements et qu'elle essayait de conserver pour des frères et sœurs, pour des cousins, quand mon père me transmettait son pull marin, quand on avait cette vision du temps dans les vêtements, on avait aussi une vision écologique et économique qui était très forte. Donc il faut désormais revenir sur ces bases, des bases qui existaient il y a des dizaines d'années, de façon à ce que, à la fois, nous soyons très heureux et très fiers de nous habiller, et nous retrouvions aussi un écosystème qui sera positif pour les marques françaises et bien sûr pour la planète. Alors, il nous invite à changer un peu de paradigme. Ça fait déjà quelques années que les Français s'y sont habitués, et à envisager des achats de textiles d'occasion. Aujourd'hui, il y a un acteur qui s'appelle Vinted, qui vous prend énormément de parts de marché, j'imagine, Olivier Ducatillon. Moi, j'ai une équation assez simple. Si vous prenez Shein plus Temu plus Vinted, derrière, vous avez Kookaï, Naf, Pimki, Jennifer. Voilà. À un moment, ce qui est vendu sur la seconde main, c'est clair que ce n'est pas vendu en magasin. Après, il y a des petits bémols aussi à apporter, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un nouveau phénomène, c'est que vous commencez à avoir du Shein sur Vinted, donc là ça pose vraiment question, mais avec un côté un peu tordu, c'est que des gens achètent des vêtements sur Shein et les revendent plus cher sur Vinted dégriffés. Sans dire ce que c'est, mais en laissant apparaître que c'est un produit cher, mais en fait, ils font du bénéfice dessus. Donc ça, c'est quand même un peu vicieux comme fonctionnement, et là, c'est là où la pédagogie, encore une fois, doit faire son effet. Et aussi, une récente étude a prouvé que ce que les gens vendaient sur Vinted, ce qu'ils récupéraient par rapport aux ventes sur Vinted, ils allaient acheter des nouveaux produits dans d'autres enseignes. Donc voilà, c'est difficile de dire ça va faire ça, ou aujourd'hui on est sur un phénomène qui est assez récent. Beaucoup d'enseignes essayent de faire eux-mêmes des systèmes de réparation et eux-mêmes des systèmes de seconde main. Très honnêtement, autant vous regardez les chiffres de Vinted et vous avez une explosion incroyable sur l'ensemble des enseignes françaises de distribution textile qui ont essayé de mettre ça en place dans leur propre magasin. Les résultats sont mitigés. Est-ce que les consommateurs suivraient un mouvement vraiment massif de dire d'un côté, on achète des habits plus chers, parce qu'on aurait des standards environnementaux, sociaux plus élevés, on les porterait beaucoup plus longtemps. Lorsqu'on a un trou dans le pull, on va le repriser ou on va mettre des coudes comme faisaient nos grands-mères. Si on a des chaussettes trouées, on va les repriser. Est-ce que ces modèles-là, ils ne sont pas quand même très marginaux, c'est-à-dire ça sera quelques personnes qui feront ça, mais la grande masse des consommateurs, est-ce qu'elles n'ont pas tout simplement envie, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'elles n'ont pas envie de changer de vêtements très souvent? D'ailleurs, Vinted, c'est aussi ça, c'est pas simplement l'occasion, le marché de l'occasion, c'est j'ai acheté un vêtement, je l'ai porté quelques mois, il n'est pas donc fichu, je le revends. Après, il y a des vêtements, je les ai portés quelques mois, ils sont fichus, je les mets à la poubelle. Ouais. C'est quand même le modèle d'une consommation, sinon jetable, en tout cas, qui se renouvelle très très fréquemment. Ce qu'il faut combattre, c'est la mode jetable, en fait. C'est ce qu'il y a de pire. Et je reprends mon exemple. À quoi ça sert d'acheter X t-shirts dont statistiquement vous savez qu'il y a un tiers des produits que vous achetez vous n'allez même pas mettre, ou alors mettre une fois et pas les remettre. Mieux vaut se concentrer sur des achats, encore une fois, qui ont du sens et des achats de qualité. On peut trouver des choses de qualité qui ne vont pas être très chères, mais il faut justement un peu se poser la question, quand on achète un produit chez Shein, mais les gens n'ont pas le réflexe parce qu'ils ne sont pas suffisamment conscients ou sensibilisés, si on achète un pull à 3 € ou à 4 €, comment on peut imaginer que ça a été produit, fait par des gens dans des mesures sociales, environnementales, équitables et bonnes pour la planète? C'est juste pas possible. À un moment, il faut être très lucide, mais je pense qu'il n'y a pas ce réflexe et il n'y a pas cette culture de se poser ce genre de questions et de dire ce que je fais, c'est pas bien, il vaut peut-être mieux que j'en achète moins et que j'achète 2 t-shirts qui vont durer plus longtemps. J'entends encore des gens me dire « Non mais moi, je suis pas suffisamment riche pour acheter bon marché. Donc je préfère attendre un peu, acheter un truc ou 2 trucs dans le trimestre
et pas me ruer sur un truc que je vais mettre à la poubelle ou que je vais remettre dans mon armoire aussi sec. Alors, ce que vous dites, c'est complètement à l'inverse de ce qu'on a constaté dans les rues de Nantes où nous sommes allés le week-end dernier. C'était le premier week-end des soldes et vous allez voir la frénésie de consommation dans les boutiques de vêtements. J'ai l'impression que vous vous êtes fait plaisir. Oui, c'est des habits en solde pour ma fille. Et puis là, c'est pareil pour l'été. Des shorts, t-shirts. Vous avez fait des affaires. Oui, là 70 et là 90 quelque chose. 70 € plus 90 €. C'est un bon week-end. Vous avez trouvé quoi? Montrez-moi. Une jupe short, comme ça. C'est une bonne affaire? Ouais, 18 € au lieu de 33. Quand c'est moins cher, on aime bien. Et vous? Un pantalon à paillettes. Ah, vous avez fait plaisir. Ouais. Bon, est-ce que vous diriez que vous êtes une fashion victime? Ouais, je pense, ouais. C'est-à-dire? Les gens me complimentent souvent sur mes tenues en général. Enfin, mes collègues et tout, ils me disent « Ah, t'es trop stylée aujourd'hui !» Vous achetez beaucoup? Oui, elle achète quand même plus que moi. Tous les samedis, vous faites les magasins? Chaque début de mois, je dirais. Dès qu'on a le salaire, en fait. Toutes les boutiques vont y passer, quoi. Peut-être pas toutes, mais une grande partie, oui, je pense. Parmi ceux qui font les soldes dans les magasins de centre-ville, il y en a qui ne se laissent pas encore tenter par les géants chinois de la fast fashion. Temu et Chine, est-ce que vous connaissez? Oui, j'ai 3 enfants, 3 filles. D'ailleurs, quand ils me disent « Maman, tu m'offres un truc de là-bas », je ne file pas ma carte, non, hors de question. Il faut effectivement avoir 2 €, 3 €, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens soient vraiment conscients de la direction qu'on prend si on commence à avoir des habitudes d'achat uniquement sur Internet. Dans ce reportage, nous avons vu qu'il y a des fashion victimes qui profitent des soldes pour faire de nombreux achats. Jean Ingray, vous appelez au contraire à une attitude très responsable vis-à-vis de la mode et des achats de textiles. Et vous aimeriez qu'en France, on fabrique du textile durable et non pas du textile jetable. Je crois que vous alliez me demander s'il y avait des fashion victimes au Sénat. Mais c'est vrai qu'à travers le reportage que vous présentez, c'est tout le débat qu'on a eu au Sénat, mais qui s'est malheureusement polarisé, et ça a été dit tout à l'heure dans la première partie de l'émission, sur 2 géants chinois qui sont Chine et Temu. Et je pense que dès la sortie du texte de la commission, le débat s'est polarisé là-dessus. C'était une volonté de la rapporteure et de la commission. Moi, je pense qu'il y avait une erreur fondamentale dans cette volonté et qu'il fallait étendre le débat, comme c'était le cas à l'Assemblée nationale, sur les autres marques. Et à travers le reportage que l'on voit très justement dans les rues de Nantes, il y a Zara, il y a H&M, il y a toutes ces marques qui ont pendant des années contribué à amoindrir la production française et aussi totalement changer les modes de consommation. Vous auriez aimé étendre la loi à des pénalités pour les autres entreprises, fussent-elles européennes, qui produisent en masse des textiles 80 ou 100 par jour, d'après ce qu'on nous dit, et non pas 10 000 comme Chine et Temu. Oui, je n'étais pas le seul sénateur d'ailleurs à défendre ce point de vue, parce que le texte a changé au fur et à mesure des articles, et que justement sur tout ce qui est interdiction de la publicité, interdiction aussi d'utiliser les influenceurs sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses ont été changées, et qu'il fallait étendre le débat sur les autres marques, comme c'était le cas à l'Assemblée nationale, surtout avec une difficulté principale, c'est que la commission mixte paritaire aura lieu à la rentrée, seulement, ce qui est assez long par rapport aux autres textes. Pour l'instant, le texte est en train d'être vérifié au niveau de l'Europe pour voir s'il est en conformité avec le droit européen et puis voir aussi ce qu'a donné le questionnaire lancé par la Commission européenne par rapport à Chine. Est-ce que Chine a amélioré ses pratiques commerciales? Donc il y a différentes questions en suspens juste à la commission mixte paritaire à la rentrée. Est-ce qu'il est possible vraiment d'orienter à la fois le commerce, parce que là en fait c'est le commerce, soit le commerce en ligne, soit le commerce dans des magasins, et l'industrie vers un textile plus durable? Est-ce que c'est possible finalement de dire on a des leviers concrets pour faire cette évolution vers un textile durable que vous appelez de vos voeux? Oui, c'est tout ce que l'on avait d'ailleurs signé dans cette tribune dans le JDD, c'est-à-dire mettre en place des critères sur l'éco-responsabilité, la réparabilité des tissus, le recycling, différentes choses que l'on a signalées dans cette tribune avec Andrine Lemieux, qui est l'Institut français de la mode. D'ailleurs, chaque année, il y a un prix de la mode durable qui est donné par cette institution auquel je participe. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que ce qui est important aussi, c'est l'éducation. Et dans le texte que nous avons fait passer au Sénat, un de mes amendements était justement l'éducation à l'éco-responsabilité dès le plus jeune âge pour changer les modes de pensée,
Tout à l'heure, vous avez eu, il y a quelques instants, un débat sur l'intelligence artificielle. Moi, je pense que ce qu'on a pu entendre d'un des interlocuteurs en vidéo est totalement lunaire. Je pense que l'intelligence artificielle, on ne peut pas le combattre. Au contraire, pour lutter contre la fast fashion et l'ultra fast fashion, il y a le fait de désirer ces vêtements. Vous pouvez maintenant mettre un QR code pour raconter l'histoire de votre blazer, pour raconter l'histoire de votre cravate. Vous pouvez essayer vos vêtements dans un vestiaire virtuel. Il y a plein de choses qui ont bouleversé le monde de la mode, et ne pas prendre ça en compte, je pense que c'est une vraie difficulté. Et croire que simplement en mettant en place des tarifs douaniers, ce qui est déjà une bonne chose, mais ça ne sera pas suffisant. Quand vous avez des mastodontes qui investissent des millions dans des plateformes et qui contribuent à changer les règles du jeu et les mentalités, je pense qu'il faut faire preuve aussi un peu d'humilité. Est-ce que c'est réaliste aujourd'hui de vouloir redémarrer du textile en France? Éric Revel nous disait juste avant vous qu'il n'y croyait pas vraiment. Est-ce que vous dites aujourd'hui, on peut essayer de faire renaître une industrie textile aujourd'hui en France? Je vais vous dire oui, parce qu'il y a quelques années, j'ai relevé un atelier de textile dans les Vosges avec Hervé Debuyer et quelques ouvrières, et donc ça marche, on peut produire du haut de gamme en France, mais c'est vrai que les difficultés sont prégnantes. Et vous savez, moi je suis un peu choqué de tout ce qu'on peut entendre. Je pense qu'il faut avoir un partenariat gagnant-gagnant aussi avec les entreprises de l'étranger, quand il y a des critères qui sont mis en place pour le produire en France. Pour recycler aussi, c'est des partenariats qui doivent s'établir, non pas seulement pour être punitifs, mais pour aussi faire grandir nos entreprises en France grâce aux entreprises étrangères. Et on peut rêver à des partenariats entre les grands groupes que nous avons cités depuis le début et de la création de richesses en France. Je pense que c'est ça qui est important. Je pense qu'il faut continuer à se battre, comme le fait notre président à côté de moi, qu'il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table. Alors, est-ce que c'est des critères sur les émissions de CO2 tout au long du process de production et de transport, parce que souvent les émissions de CO2 d'un textile produit en Chine, c'est beaucoup dans les transports. Est-ce que c'est une taxe carbone sur ces produits? Est-ce que c'est... Parce que quand on dit les critères de réparabilité, de durabilité, ça va se concrétiser comment? Il y avait toute une série de critères dans le texte qui est passé à l'Assemblée nationale sur l'éco-responsabilité du textile. Malheureusement, le Sénat n'était pas forcément parti sur ce biais-là. Moi, je pense que c'est regrettable et qu'à partir de l'éco-responsabilité, de l'éco-score du produit, il faut adapter toute cette politique et qu'en lien avec le ministre et le ministère, on puisse aussi réadapter par la voie réglementaire un texte que nous avons porté. Et que ça va tellement vite. On voit que les concurrents vont tellement vite, je pense qu'il faut s'adapter et ne pas seulement rester dans un texte qui va améliorer les choses, mais qui n'est pas seulement salutaire. Il y a encore plein de choses à faire. J'ai l'impression, Olivier Ducasillon, que votre voisin, il est plus écologiste que vous. Il aurait voulu un peu pénaliser les entreprises européennes qui ne jouent pas le jeu de l'écologie. C'est ça? Je veux réagir sur plusieurs choses en disant... C'est bien sûr possible de produire en France. Pourquoi? Parce qu'il nous reste 60 000 salariés, 2400 entreprises, et que tous les savoir-faire de la chaîne de valeur sont présents sur le territoire. C'est pas comme si aujourd'hui on disait de toute façon on n'a plus de filature, on n'a plus de tisseurs, on n'a plus de tricoteurs, on n'a plus d'ennoblisseurs. Toutes les étapes sont encore là. Donc oui, on peut, mais à un moment, il faut aussi, si c'est pour refaire la même chose qu'on a fait il y a 20, 30 ans, un peu plus moderne, malheureusement, on voit les limites. Alors, donc ça veut dire qu'il faut automatiser, il faut robotiser, il faut essayer d'aller à fond sur la R&D et sur l'innovation. Et là, on a aussi besoin un peu de boosters publics pour des secteurs comme l'ennoblissement, par exemple, qui est pas très glamour parce que les gens assimilent tout ce qui est teinture à chimie, à pollution, ce qui n'est absolument pas le cas vu les normes et les contraintes qu'on a en France. Mais en revanche, des gens qui sont prêts à aller mettre de l'argent pour rendre ces usines encore plus performantes, plus productives, c'est compliqué aujourd'hui. Et c'est là où les pouvoirs publics, à un moment, mais en relation avec nous, on ne demande pas que des subventions tout le temps, mais on demande de nous faciliter la vie sur les contraintes. Donc je réagis là-dessus. Oui, c'est encore possible de produire en France. Maintenant, il ne faut pas rêver. Ça ne va pas se faire comme ça, et on ne va pas être capable d'absorber des volumes énormes, mais toute cette politique, c'est une politique de petits pas. Donc ça, on peut y arriver. Après, sur le fond, je suis plutôt d'accord avec mon voisin, avec monsieur le sénateur, mais le principe de cette loi, il y a un moment, il y a le côté pragmatique court terme, vu la situation. C'est que si on englobe les Zara, les H&M, et n'oublions pas, parce que là on parle de deux enseignes qui sont internationales les plus connues, mais n'oublions pas nos Français, les Jules, les Promode, la Redoute, tous ces gens-là, eux aussi, qui habillent, Decathlon,
eux aussi, alors c'est pas des gens, c'est surprenant que je puisse être leur défenseur par rapport au fait qu'effectivement ils font pas beaucoup produire en France, mais il y en a qui essayent, il y en a qui ont ces initiatives, et si à un moment on les met dans le même sac et qu'on les punit de la même façon, c'est déjà hyper compliqué pour eux, et là on va avoir... Sur le côté de l'emploi, on va avoir des catastrophes. Quand on voit le nombre de fermetures qu'on a, si en plus on va commencer à attaquer ces gens-là qui sont quand même aujourd'hui des pourvoyeurs d'emploi importants, c'est peut-être compliqué. Donc moi, j'étais au départ un peu comme vous, mais finalement, je me dis de manière pragmatique, concentrons-nous là, nos tirs croisés, hein, j'utilise ce langage un peu militaire parce que c'est quand même le but, contre Chine et Temu, qui font des dégâts et des ravages, mais à une vitesse qu'on n'a jamais vue. Et si on fait la somme de tout, l'Europe parle de 2 à 4 euros par colis. Avec la loi fast fashion, ça sera 5 jusqu'à 10 euros. Donc ça veut dire qu'on pourrait arriver à 10, 12 euros de pénalité. Sur une enveloppe de combien à peu près? Mais non, mais on pourrait arriver, moi je vous ai donné mon calcul tout à l'heure, c'est simple d'arriver à 10 milliards, de manière en assez taxant beaucoup plus que ce qu'a prévu la loi. Tout à fait. C'est la notion de taxe. Qui dit taxe dit Europe. Et là, on est bloqué. Parce qu'aujourd'hui, donc c'est une éco-contribution. Des frais, des contributions, des frais administratifs. Je ne sens aucune envie d'être ne serait-ce que borderline ou d'être un peu plus street smart sur les possibilités de jouer un peu avec l'Europe sur les réglementations. Mais si on ne fait pas ça, je ne vois pas comment on va s'en sortir parce que tout prend beaucoup trop de temps. Jean Aigret, vous nous avez rappelé que la loi a évolué entre la mouture qui est sortie de l'Assemblée nationale et qui est sortie du Sénat lors du vote du 10 juin dernier. Nous avons justement rencontré Anne-Cécile Violent, qui était rapporteure du texte à l'Assemblée nationale. C'est assez frappant, elle n'a pas la même vision de ce qu'il faut faire que son homologue rapportrice au Sénat, Sylvie Valente-Lehir. Vous allez voir qu'on est passé d'une intention très écologique à quelque chose qui est plus protectionniste. Ce n'est pas une loi anti-fast fashion. C'est une loi qui vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. C'est important parce que ça, c'était l'ambition première de l'Assemblée nationale, qui effectivement a évolué notamment pendant la commission du Sénat, mais au départ, c'est toute l'industrie textile qui est visée, en prenant en compte évidemment les modèles économiques et la manière dont ils impactent l'environnement. Mais je tenais à préciser que ce n'est pas une loi anti-fast fashion. Alors si je peux me permettre, j'ai interviewé votre homologue du Sénat, Sylvie Valente-Lehir, et je lui ai posé la question, est-ce que c'est une loi écologique? Elle me dit non, ce n'est pas une loi écologique. Ce n'est pas l'écologie qui a été le moteur de nos décisions. Donc vous n'avez pas exactement le même point de vue que votre collègue là. Non, effectivement, on en a parlé toutes les deux et on ne partage pas la même vision ni la même analyse. C'est très honnête de sa part. La vision qu'elle en a, la manière dont elle a voulu écrire la loi au Sénat correspond à sa vision où elle souhaite s'attaquer uniquement aux 2 gros mastodontes asiatiques. C'est simplement qu'on ne partage pas la même chose. Nous, c'était vraiment l'intention d'une loi écologique avec des bénéfices immédiats sur le plan de l'économie. Mais simplement, effectivement, à un moment donné, le Sénat se l'approprie d'une autre manière. Pourquoi c'était nécessaire, selon vous, de s'attaquer à d'autres enseignes? On fait ce constat que c'est toute l'industrie textile qui pollue, puisque c'est une des plus polluantes. Alors on peut reprendre des chiffres, 10% des émissions de gaz à effet de serre, plus que l'aérien et le maritime réunis. C'est toute l'industrie textile. Et même si on prend cela sous l'angle économique, les 35 000 emplois perdus, ce n'est pas depuis 3-4 ans que sont arrivées ces grandes marques. C'est depuis qu'est arrivée la fast fashion en France. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que tout le monde fasse un effort justement sur cette amélioration du modèle et notamment sur le plan environnemental. On vient d'entendre Anne-Cécile Violent, députée à l'Assemblée nationale, qui avait porté la première version de la loi sur la fast fashion. Et elle dit d'ailleurs, ce n'est pas une loi sur la fast fashion, c'est sur l'impact écologique du textile, de l'industrie textile. Olivier Ducatillon a l'impression que ça vous fait un petit peu bouillir. Est-ce que vous avez l'impression qu'on met tout le monde dans le même sac, le textile chinois comme le textile européen? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le textile européen, le textile français, il a un vrai avantage écologique pour le consommateur? Alors le textile français, pour le coup, oui, c'est très clair, et c'est pour ça que ça me fait effectivement réagir à chaque fois que j'entends l'industrie textile est la deuxième plus polluante, la troisième, mais l'industrie textile pollue. Oui, l'industrie textile made in China, India, Bangladesh et toute cette zone, oui, ça pollue. Il y a le transport, mais ce n'est pas la plus grosse partie, c'est surtout le type d'énergie utilisée. Donc en France, c'est clair, dans une partie de l'Europe,
également, on a cet avantage d'utiliser une énergie décarbonée. Un impact carbone pour un produit identique entre une production française et une production chinoise peut aller de 1 à 10. Donc aujourd'hui, il y a un vrai avantage, mais l'industrie qui pollue, il faut à chaque fois préciser, l'industrie textile fabriquée en Asie, oui, elle pollue. L'industrie textile française, elle est la plus exemplaire au monde. Avec le type d'énergie utilisée, on a des matières locales, des matières premières. Donc là, c'est exemplaire. Et on a des normes qu'on nous demande de respecter de manière très drastique. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas. Et ça me fait réagir à chaque fois que j'entends ça, quoi. Jean Ayret, il exagère un petit peu, votre voisin qui a son écharpe tricolore au cou. Ou est-ce qu'effectivement, on est capable en France de produire de façon plus écologique ? Moi, je pense que le débat devrait aller dans les deux sens, si vous me permettez. Et c'est justement les différents amendements que j'avais proposés au moment du débat au Sénat. Écologie et économie doivent être liés intimement. Et c'est ce que vous dites justement, où l'industrie française... C'est là que je vous trouve un peu, si vous me permettez, un peu contradictoire. C'est que depuis tout à l'heure, vous nous dites que justement, on a Cocorico, on a l'industrie française la moins polluante au niveau du textile, et vous ne voulez pas, vous préférez plutôt la version du Sénat, alors que le Sénat, justement, par la voix que je portais avec d'autres collègues, attaquait aussi ces entreprises européennes qui polluent. Moi, je pense qu'il faut mettre tout le monde dans le même paquet, et que justement nos entrepreneurs français seront défendus en défendant non seulement l'écologie, mais notre économie. Parce que les normes sociales et environnementales que nous prenons en France sont très contraignantes, vous l'avez dit en début d'émission pour nos chefs d'entreprise, ce qui n'est pas le cas, même de Zara ou H&M, qui sont produits dans des pays européens limitrophes. Donc je pense que, comme l'a dit Anne-Cécile Violent, 35 000 emplois dans le textile qui ont été supprimés depuis 20 ans, 30 ans, ce n'est pas seulement, malheureusement, le fait de Temu ou Chine. C'est un mouvement de fond que non seulement l'État français, mais l'Union européenne n'ont pas su protéger les chefs d'entreprise français et les ouvrières et les ouvriers du textile. Moi, je pense qu'il faut... les deux se mélangent, c'est ce que j'avais proposé au moment de d'une réécriture de l'article 2, et qu'à travers différents critères, on doit défendre nos chefs d'entreprise et nos ouvriers du textile, et qu'il faut justement réinsuffler un nouvel élan avec l'éco-responsabilité, les différents critères que j'ai pu évoquer il y a quelques instants. Alors, est-ce que les consommateurs français sont prêts à payer plus cher ? Parce qu'on sait quand même que ce serait plus cher que des produits importés de pays à bas coût de main-d'œuvre. Est-ce que les consommateurs français sont prêts à acheter moins souvent, hein ? On en parlait tout à l'heure, entre 6 t-shirts à 3 € et un t-shirt à 20 €. Est-ce qu'aujourd'hui, les habitudes de consommation sont compatibles avec un modèle qui serait de fait plus qualitatif ? Moi, je pense que si vous expliquez aux Français qui vont payer 2 €, 3 € de plus sur un t-shirt, même si le pouvoir d'achat, l'inflation, les difficultés sont naturellement présentes dans notre pays, mais si vous leur expliquez qu'en taxant, c'est vrai, les produits qui viennent de loin, qui peuvent venir d'un peu plus près, vous améliorez les conditions des chefs d'entreprise et vous recréez de l'emploi en France, je pense que tout le monde devrait jouer le jeu, et que le débat s'est malheureusement trop porté sur la consommation et pas assez sur les charges des chefs d'entreprise, qui portent aujourd'hui les charges de l'État dans notre pays. Ce sont les chefs d'entreprise, ce n'est pas la consommation, ce ne sont pas les consommateurs. Et quand nous entendons certains débats de 2 € d'augmentation pour un t-shirt, mais de qui se moque-t-on quand on voit les ravages qu'ont eu les acteurs de la fast fashion? C'est pour ça qu'il faut aller vraiment s'attaquer. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous, très cher Baudin, même si nous sommes d'accord sur plein de choses, mais qu'il fallait s'attaquer surtout les acteurs de l'ultra fast fashion et de la fast fashion. Vous avez dit, Olivier Ducatillon, tout à l'heure, qu'un article textile produit en France, par rapport à un article textile produit en Asie, le coût carbone serait de 1 à 10. Vous pouvez aller jusqu'à de 1 à 10 selon les cas. Si vous prenez, je prends un t-shirt en lin français fabriqué en France du début à la fin par rapport à un t-shirt polyester fabriqué en Chine avec une énergie carbonée, c'est de 1 à 10. Là, on l'a testé, on l'a calculé sur la base de l'affichage environnemental. Ce sont des chiffres factuels incontestables. Bon, parce qu'il y a toujours des internautes qui vérifient, donc... Tout à fait. Non, mais ça, aujourd'hui, c'est incontestable. On peut prouver ce qu'on a
avance, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, l'autre avantage de la production française, c'est que ce sont des textiles de bien meilleure qualité que les textiles chinois. Et nous sommes justement allés faire un reportage au Relais France, là où on recycle des textiles, des vêtements, et on s'aperçoit que la qualité s'est dépréciée au fil des années avec l'arrivée de la fast fashion et qu'il y a de moins en moins de textiles qui sont réutilisables. Alors, l'une des pistes aujourd'hui, c'est le recyclage du textile. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le textile? Je vous invite à regarder ce reportage. Là, c'est ce qui arrive qui va être trié. Le tri que nous faisons vise à la réutilisation, en France ou à l'étranger. Mais il y a des produits qu'on ne peut pas se permettre de revendre à l'étranger en vêtements. Pourquoi? Soit parce qu'ils ne sont pas en bon état, soit parce qu'ils ne sont pas adaptés au pays. Donc nous nous intéressons à ce moment-là non plus aux vêtements, mais à la fibre qui constitue le vêtement. Et on essaye avec cette fibre de faire quelque chose. Les vêtements qui ne peuvent pas être portés à nouveau et donc vendus d'occasion peuvent être recyclés au sein du Relais. Cela représente 10% des textiles collectés. Et voilà ce qu'ils en font. Ça, c'est pour les camions. Ouais. Ça, là-bas, c'est pour les voitures. C'est un produit qui va servir essentiellement donc, pour les voitures thermiques. Donc, c'est tous les feutres que l'on peut trouver dans les voitures thermiques. Celui-ci est sur une base de 70% de coton et 30% de polyester. Mais le process d'effilochage est coûteux. Il faut aussi traiter les textiles pour qu'ils ne soient pas inflammables. Alors il y a un enjeu de compétitivité et donc de débouchés pour ces produits. On consomme 8000 tonnes par an à peu près des produits qu'on a en recyclage, en coton. On a une capacité de 15 000 et en gisement, on peut aller aussi à 10-12 000 tonnes par an. Mais donc en fait, vous êtes en sous-capacité là. Pourquoi vous en faites pas plus? Parce qu'il n'y a pas de débouchés. Parce qu'il faut trouver les débouchés. C'est pas le tout d'effilocher, de faire un vêtement effiloché, de reprendre la fibre, il faut que cette fibre, elle ait une utilisation. Ce recyclage des textiles, c'est écologique. Le Relais a créé un isolant efficace pour les bâtiments, le Métis. Mais à ce jour, ce n'est pas encore rentable. Alors aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment rentable. Donc nous, on perd de l'argent avec cette activité de recyclage. On la maintient parce que c'est un passage obligé pour faire du recyclage textile. Donc on le maintient contre vents et marées. Mais c'est une activité qui peut être soutenue soit en aidant l'opérateur de tri à trouver des solutions d'effilochage, soit en aidant directement les filocheurs ou l'utilisateur d'un nouveau produit. On voit dans ce reportage la question du recyclage, parce qu'on a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission de l'impact de l'industrie textile dans la production. Mais il y a aussi ce qui se passe après. On a vu que beaucoup de textiles aujourd'hui étaient jetés après d'ailleurs seulement quelques mois d'utilisation. Alors sur le recyclage, je pense qu'il faudrait refaire une émission rien que sur ça, tellement le sujet va être brûlant. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le sujet est d'autant plus brûlant, sans mauvais jeu de mots, qu'aujourd'hui, les textiles usagés, ils vont pour la plupart du temps en incinération ou en enfouissement. Le taux de recyclage n'est quand même pas très élevé. C'est 4 à 5 vêtements sur 10 qui vont être recyclés ou servir au réemploi. Dans le recyclage, vous avez ce qu'on appelle la crème. Et là, pourquoi il y a un problème de débouché aussi dans le recyclage, c'est que toute cette partie-là, elle est partie chez Vinted. Et ça, donc, ça échappe maintenant aux gens qui faisaient le recyclage traditionnel et qui avaient des débouchés, parce que c'est ça qui partait à l'export. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Non, mais il y a une partie qui partait à l'export. La crème ne partait pas à l'export. La crème, elle était revendue en France. Elle était réutilisée. Et par contre, ce qui part à l'export, c'est un petit peu moins bien. Voilà. C'est un peu moins bien que ce qui... c'est quand même réutilisable. Voilà, mais aujourd'hui, c'est un petit peu moins bien, on en a moins. Et puis, il y a une concurrence directe des Chinois par rapport au marché export. Et là, le délire aujourd'hui, c'est que l'éco-contribution qui est payée à Refashion pour le recyclage, elle sert à louer des entrepôts pour mettre les invendus et les stocks qu'on n'arrive pas à écouler. Donc on a un problème de modèle. Donc là, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une remise en cause du cahier des charges Refashion donc dans la REP pour trouver un autre modèle, une autre solution. Et nous, Refashion, c'est un éco-organisme. Éco-organisme, l'éco-modulation qui organise l'éco-contribution payée par les metteurs en marché. On est d'accord. Et pas payé par les consommateurs, Olivier Ducatillon. Ce n'est pas les metteurs sur le marché. Les metteurs en marché et les consommateurs qui payent. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais là où nous, on est
complètement concernés dans ce sujet-là, c'est qu'il nous importe que cette éco-contribution qui est récupérée, cette manne, n'aille pas que sur l'économie sociale et solidaire pour la collecte, mais doit aller sur la mise en place d'une vraie filière industrielle du recyclage en France, qui n'existe pas. Il n'y a que 2 acteurs aujourd'hui qui soient industriellement organisés. Il faudrait qu'on multiplie le nombre d'usines de recyclage en France, mais pour ça, c'est quand même des investissements lourds. Donc nous, on réclame qu'une partie de cette éco-contribution aille sur la filière industrielle du recyclage, mais après, on essaye de favoriser aussi le textile tout textile, à savoir que ce qui est recyclé doit être réutilisé pour refaire du fil consommé par les metteurs en marché. Alors pour l'instant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et c'est ce qu'on essaye de pousser. Mais là, pour pousser ça, il faut qu'on arrive à prouver et à donner un incentive aux metteurs en marché pour que, plutôt que d'acheter un fil en Turquie ou je ne sais pas où, en Europe ou ailleurs, qu'ils puissent, avec l'aide reçue, compenser la différence de prix entre ce qu'ils vont trouver en Turquie ou ailleurs et ce qu'ils vont trouver en France. Donc ça, c'est la troisième partie de l'orientation du fléchage de l'éco-contribution. Il y a un énorme boulot là-dessus et c'est vrai que ça va être un enjeu majeur dans les 10 prochaines années. Hein. Le recyclage, c'est le futur enjeu de l'industrie textile et de l'économie textile en général. Alors, je précise quand même que le Relais, dont on a vu le reportage, c'est le premier acteur qui a fait du recyclage textile en France avec Emmaüs, et que ces gens l'ont fait à une époque où on ne parlait pas d'éco-contribution, où ils ne demandaient rien, et ils arrivaient à financer leur activité, parce que justement, comme vous le disiez Olivier, il y avait ce qu'ils appellent la crème, c'est-à-dire cette qualité du textile qui faisait que c'était un beau débouché. C'était un beau exploitable. Débouché, et c'était valorisable, exploitable tout de suite. Voilà. Et comme aujourd'hui, le textile est de moins bonne qualité, forcément, les prix ont baissé, aussi à l'export, et face à la concurrence aussi du textile chinois, comme vous le disiez. Et donc aujourd'hui, ils ont besoin d'une éco-contribution qui soit plus forte. Ils ont besoin qu'on leur reverse davantage de primes à la tonne pour équilibrer leurs comptes. Et c'est là-dessus que vous n'êtes pas d'accord. C'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord, surtout dans les proportions demandées et annoncées. Et là-dessus, il y a un peu une levée de bouclier de l'ensemble des fédérations, mais de l'ensemble de l'écosystème, pour dire on ne peut pas non plus... l'éco-contribution a augmenté de manière considérable déjà par rapport à l'ancien cahier des charges et celui qui a été mis en application ces 3 dernières années. Mais là, les chiffres qu'on nous a annoncés, il y a eu des vives réactions en disant on ne peut pas demander, parce qu'au final, c'est le consommateur qui va payer, et ça peut impacter le business, donc il faut trouver un juste milieu. Est-ce que du coup, cette éco-contribution qui va être prélevée sur Chine et Temu, elle va vous aider, et elle va aider Refashion à la fois peut-être à soutenir la filière déjà existante, mais aussi à créer d'autres initiatives de recyclage. C'est ça l'idée. L'idée c'est ça, hein, puisque effectivement l'éco-contribution telle qu'elle a été pas l'éco-contribution, la taxe qui a été envisagée dans la loi contre Chine et Temu, c'est normalement fléché aussi vers Refashion. Donc il y a tout un ensemble, une manne qui devrait arriver si on arrive à mettre en place rapidement ces choses-là. Après, il faut que le fléchage soit, encore une fois, il faut que le fléchage soit intelligent. Et nous, on réclame aussi une chose, c'est que n'oublions pas que le recyclage aujourd'hui, avec tel que c'est fait, mais ça ne sera plus le cas demain, ça ne concerne que le stock post-consumer, c'est-à-dire les produits finis. Nous, industriels du textile, on réclame aussi, on dit les gisements, il y en a, mais on ne peut pas les utiliser parce que ce n'est pas prévu dans l'agrément. C'est-à-dire c'est des gisements d'invendus ou de stock ou de fin de série industriels, où là, vous avez des beaux produits qui pourraient être recyclés, réutilisés, sauf que là, ça ne fonctionne pas et vous ne pouvez pas bénéficier de cette aide sur ce type de stock. C'est aussi une des demandes qu'on a faites dans cette renégociation du cahier des charges. Alors, il y a à peu près un vêtement sur 2 qui est collecté. Ça veut donc dire qu'il en reste pas mal, soit dans les armoires, soit il y en a qui vont, comme le disait François, dans les décharges. Il y a un phénomène un peu nouveau par rapport à ça, c'est qu'on a vu des bornes qui ont été retirées des villes, de certaines villes, et non pas par les municipalités, mais par les organismes eux-mêmes. Et du coup, parce qu'il n'y avait pas les débouchés, donc comme ils étaient saturés, ils retiraient les bornes, et on se retrouve avec des mises en décharge ou des décharges improvisées, les gens qui mettaient leurs habits parce qu'il n'y avait plus la borne. Donc ça, c'est quand même un phénomène nouveau qu'il faut arriver à contrer. Et la solution, nous, encore une fois, qu'on préconise, c'est qu'il faut utiliser ces gisements, faire du fil, le rendre acceptable et compétitif pour que ça soit réutilisé dans le
dans le circuit, ce qui, d'un point de vue aussi environnemental, peut être très bénéfique. Et est-ce qu'on peut dire aux consommateurs qu'il y a certaines matières qui se recyclent mieux que d'autres? Parce Bien que sûr. souvent on entend, en Bien gros, sûr. pour monsieur ou madame tout le monde, c'est le coton. On dit, bon, le coton, c'est recyclable. Alors, Après, vrai ou faux? Après, moi, je ne suis pas objectif, puisque je suis un fan des matières naturelles pour travailler moi-même dans une matière naturelle. Mais aujourd'hui, le polyester, même recyclé, ça reste quand même une fibre synthétique faite à base de pétrole. Voilà, donc rien que ça, c'est recyclable. C'est recyclable, c'est plus compliqué. Et malgré tout, n'oublions pas que on continue à donner une vie à des produits qui, au départ, étaient quand même moins vertueux. Donc si on peut recycler plus de coton, plus de lin, plus de laine, c'est quand même mieux. Merci à nos invités d'avoir participé à cette nouvelle émission consacrée à la fast fashion. On l'a vu, il y a sans doute un chantier encore énorme devant nous pour mesurer l'impact écologique du textile dans son ensemble, du textile importé, du textile produit en Europe, en France. Le sujet aussi du recyclage qui ne fait que commencer. Il va falloir suivre le débat sur la loi jusqu'au bout puisqu'elle sera réexaminée en septembre et voir quelles décisions seront prises par les pouvoirs publics pour améliorer justement le bilan écologique du textile et aussi le secteur économique du commerce du textile qui est bouleversé aujourd'hui par les grandes plateformes chinoises. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez liker et vous abonner à notre chaîne et aussi nous faire un don, François. Et oui, nous vous appelons, vous qui nous suivez, vous qui appréciez nos débats, mais surtout nos enquêtes, les enquêtes menées par Laurent Lesage, eh bien, nous avons besoin de vous, nous avons besoin des dons, nous fonctionnons grâce aux dons et vous pourrez retrouver comment nous faire un don en bas de cet écran avec les coordonnées de cette levée de fonds citoyenne. Merci à tous, on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle émission sur la climatisation. D'ici là, passez d'excellentes vacances et à bientôt.